Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert où nous allons évoquer le phénomène private equity dans la gestion de son patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Roger. Bonjour Vincent Roger. Bonjour Nicolas. Vous êtes senior advisor private equity au sein de la financière d'Orion. Le private equity est donc un sujet que vous connaissez bien. Et alors, parlez-nous un peu de ce phénomène private equity. C'est vrai qu'on a l'impression que dans la gestion de patrimoine, dans les stratégies de gestion de patrimoine, il est de plus en plus difficile de ne pas intégrer le sujet private equity. Bien, effectivement, tout d'abord, il faut revenir un petit peu en arrière, rapidement, pour mesurer le chemin qui a été parcouru et prendre l'ampleur du phénomène private equity. Très concrètement, si on regarde très rapidement l'histoire, auparavant, le private equity est réservé aux grandes familles et puis quasiment exclusivement aux investisseurs institutionnels. Les seuils d'accès sont très élevés, plusieurs millions d'euros. Et pour l'épargnant privé, l'épargnant particulier, on ne s'y intéresse qu'à des fins fiscales au travers de ce qu'on appelle des produits de défiscalisation, FCPI, Fonds commun pour l'innovation, fonds d'investissement de proximité, pour gommer en fait de l'impôt et ou de l'impôt sur la fortune. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais généralement ces dispositifs fiscaux s'accompagnent aussi d'investissements globalement risqués. Absolument. Donc on porte 100% de risque. Et puis si on regarde du côté des holdings patrimoniales, on est sur le dispositif 150 Better qui n'a qu'une seule vocation, c'est-à-dire en fait le gommer ou partir sur du sursis d'impôts et d'imposition. Aujourd'hui, le private equity se démocratise. Exactement, avec une accélération depuis 2018-2019 et avec l'émergence de nouvelles classes d'actifs qui sont des classes d'actifs et des sous-classes d'actifs sur les actions, donc petites, moyennes, grande capitalisation, primaire, secondaire, sur de la dette, pareil, primaire, secondaire, de la dette stressée, de la dette mezzanine, des infrastructures. C'est vrai qu'on dit private equity, mais on devrait dire non coté, puisqu'en fait, private equity, c'est en action, et il y a aussi les obligations non cotées. Ouais. Tout à fait. Tout ça, c'est l'univers du non coté. Donc, toute cette émergence de nouvelles classes et sous-classes d'actifs permet dorénavant de faire une gestion diversifiée, sectoriellement. On n'est plus uniquement cantonné à la technologie, on peut aller sur d'autres secteurs, services financiers, biens d'équipement, santé. Bien sûr. Et puis on peut se diversifier géographiquement, on n'est plus uniquement concentré sur l'Europe, on peut avoir accès aux gisements très importants qu'il y a sur les États-Unis, voire sur l'Asie. Donc tout ça permet de bien bâtir et de bien construire en fait des allocations d'actifs. Faut-il disposer d'un patrimoine minimum pour aller en private equity ou est-ce qu'on voit justement les seuils s'abaisser avec cette idée de démocratisation ? Alors, il vaut mieux y consacrer une part raisonnée et raisonnable de son patrimoine global. On imagine plutôt 15 à 20%. Si on regarde les statistiques aujourd'hui, on en est très loin puisqu'en fait, en l'espace de 2-3 ans, on est passé à peu près de pas grand-chose à 3 fois plus, mais 3 fois plus qui reste cantonné à peu près à 5%. Bien sûr. Si on regarde du côté des grandes familles, on est plus, des grandes familles françaises, on est plus aux alentours d'une vingtaine de pourcents. Et si on se projette sur les États-Unis, outre-Atlantique, là on est quasiment presque à 30%. Sans faire de conseils d'investissement, quel conseil vous donneriez à des professionnels ou des particuliers qui regarderaient de plus près l'investissement en non-coté ? Alors, je partirais sur un principe de base. Quand on investit en fait sur des actifs non cotés, donc par nature et liquides, on s'inscrit sur une stratégie de moyen-long terme. Et si on s'inscrit là-dedans, il vaut mieux en fait bien comprendre et bien analyser le type d'entreprise sur lequel on va. Une start-up, une entreprise en restructuration ne porte pas le même risque qu'une entreprise très développée et mature. Ça, c'est le premier conseil de base. Ensuite, bien utiliser justement le panel de différentes classes d'actifs non cotés sur lequel on peut investir. Ça permet de déconcentrer une allocation d'actifs et une stratégie d'investissement et ça permet de la décorrélation. Un autre principe également qui est très important par rapport à une industrie qui est en plein boom, c'est celle de bien choisir en fait son partenaire. Bien sûr. Il vaut mieux aller chez des gens qui sont déjà très aguerris, qui ont déjà une expérience et des équipes qui sont très étoffées pour éviter tous les écueils. Et puis, bien regarder évidemment les performances bien éprouvées en fonction des différents cycles économiques qu'on a pu traverser. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, rappelons-le. Tout à fait. Et deux dernières petites remarques.
on est aujourd'hui peut-être sur un niveau d'entrée ou un point d'entrée qui reste intéressant. C'est impossible de faire du market timing en private equity, mais on a des multiples qui ont corrigé, qui sont passés grossièrement à peu près de 12, presque 13 à 9. D'accord. Donc le point d'entrée intéressant. Et puis des enveloppes comme l'assurance vie, l'épargne retraite, sont des enveloppes qui sont parfaitement adaptées en fait au cycle d'investissement qui est du moyen long terme. Ce sont des enveloppes pour de l'épargne moyen long terme. Merci beaucoup Vincent Roger, Senior Advisor Private Equity au sein de la financière d'Orion. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.